Les drôles de dames. Les drôles de dames pour tous les autres matchs du soir. Et il y a eu de belles affiches que l'on va analyser d'abord avec Julien Laurent. Julien est-il parmi nous, Julien? Salut Gilbert, salut à tous. Polo Breitner est là. Salut Polo. Bonsoir Gilbert, bonsoir tout le monde. Et Daniele Manoussia à Rome. Salut Daniele. Salut à tous. Alors, démarrons par City. D'abord, Julien, on a parlé de Monaco. À City, on doit sans doute dire qu'on a raté l'opportunité de gagner à Monaco, vu le nombre d'occasions qu'ils ont eu. Ouais, surtout en première période, ils étaient très frustrés à la fin du match. Erling Haaland, Pep Guardiola aussi, pas de bonne humeur non plus. Bernardo Silva qui dit qu'il n'y a jamais pénalty. D'ailleurs, tout le monde dit qu'il n'y a pas pénalty côté anglais et côté Manchester City. Bernardo Silva qui dit qu'Eric Dyer a plongé dans la surface et qu'il n'y a pas faute. Mais on en parlait un tout petit peu dans l'avant-match avec Jean-Louis et il allait se le chercher tout à l'heure. Dirait Kevin. Oui, il va se le chercher, mais il dit surtout que Nico Gonzalez touche le ballon avant de toucher la tête avant de lui découper la tête. En fait, il touche le ballon. Je ne sais pas si ça fait une grande différence ou pas, mais on avait parlé avec Kevin et Jean-Louis dans l'avant-match. Cette équipe, c'est ce qu'on a vu de City ce soir, finalement, même contre une équipe B de Monaco, c'est ce qu'on a vu de City ces dernières semaines. Ils prennent l'avantage, ils se font rejoindre au score contre Arsenal, contre Burnley, à Brighton. C'est une équipe qui souffle le chaud et le froid, qui peuvent être capables de très belles choses. Et puis des fois, ils perdent l'équilibre, il n'y a plus d'équilibre, il n'y a plus de solidité défensive, ça va un peu dans tous les sens. Ils refusent le jeu. Encore une fois, en seconde période, aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre pourquoi ils refusent le jeu. Ils veulent plus avoir le ballon en seconde période. Haaland était très énervé après le match en disant je comprends pas pourquoi on arrête de jouer comme ça. Il dit on ne mérite pas de gagner ce soir parce qu'on arrête de jouer. C'est pas possible qu'on arrête de jouer. Après, il y a le débat éternel avec Haaland. Est-ce qu'il en fait assez, est-ce qu'il en fait pas assez? Il touche son premier ballon sur le premier but. Ça veut dire qu'il n'a pas touché le ballon avant le premier but. C'est quand même 15 minutes sans toucher le ballon. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Est-ce que c'est un scandale pour un attaquant de pointe? Non, mais après, c'est un joueur qui est de toute façon particulier. Hein, c'est un vrai finisseur. Maintenant, quand tu vois le nombre de buts qu'il marque depuis le début de saison, c'est difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Quand même. Oui, parce qu'il marque encore ce soir, en l'occurrence. Bon, mais Pep fait sortir Rodri à la 60e minute et après, c'est plus la même chose non plus. Donc, il y a ça aussi. Tes remplaçants sont pas au niveau des titulaires, notamment Rodri et Nico Gonzalez. C'est quand même le jour et la nuit, quoi. Et donc, ça commence à faire beaucoup parce que là, c'est pas trop grave. Un match nul à l'extérieur, ils vont se qualifier, ils finiront sûrement en top 8. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, c'est en championnat aussi qu'ils montrent les mêmes lacunes, les mêmes faiblesses et c'est là où ça peut leur coûter plus cher. Bon, voilà pour City. Un petit tour vers les clubs allemands. Démarrons par Dortmund, qui a largement battu Bilbao. Alors, Dortmund, ça marche plutôt bien en Bundesliga. Polo, est-ce que tu dirais qu'ils ont été sur leur lancée ce soir? Oui, dans le sens où Niko Kovac, il y a une montée en puissance déjà du Borussia qui fait plaisir. De là à dire qu'ils sont du niveau du Bayern, ça c'est les débats évidemment internes à la Bundesliga. Il y a quand même un écart assez grand. Ce qui est impressionnant ce soir, c'est que Niko Kovac a pris un risque en changeant 5 joueurs, parce que pour lui le match le plus important, c'est celui de ce week-end où ils vont recevoir Leipzig. Et pour ceux qui ont connu la domination espagnole des 15-20 dernières années, Stuttgart qui bat Celta Vigo et Dortmund qui met une raclée à Bilbao, ça fait plaisir quand même, parce que les soirées cauchemardesques, on en a vécu quelques-unes. Moi, ce qui me plaît, c'est que j'ai vu les 5 premières minutes étaient un peu compliquées pour le Borussia, puis ensuite sont montés en puissance, etc. J'ai rarement vu une équipe espagnole avec autant de passes qui ne sont pas assurées et de ballons perdus. Évidemment, ils ont commencé à dominer 1-0, 2-0, et la seule chose qu'on peut leur reprocher, c'est qu'ils se prennent un but complètement ridicule à l'heure de jeu, et ils ont la tremblote, on va dire, pendant un petit quart d'heure avant de finir la rencontre. Mais globalement, c'est très très bien maîtrisé par le Borussia Dortmund. Et Sabitzer a été interrogé parce qu'il y a un journaliste qui a dit mais c'est très bien, là, 4 buts contre la Juve et 4 buts contre Bilbao, ça tourne bien offensivement. Il dit ouais, mais dans la même période, on s'en prend 5, quoi. Donc c'est peut-être là où il faut travailler. En tout cas, ce qui me plaît ce soir, c'est qu'au-delà du 11 théorique titulaire, il y a un banc et Niko Kovac est en train de réussir vraiment quelque chose. Je ne vais pas dire extraordinaire parce qu'on est en début de saison, mais entre sa qualification miraculeuse en Ligue des Champions l'année dernière et c'est le fait d'être toujours invaincu, tout n'est pas parfait. On l'a vu à la Juve, évidemment, les dernières minutes. Il y a eu le match contre St. Pauli et tout ça. Mais en tout cas, ce Borussia Dortmund fait plaisir et pourrait peut-être être l'une des belles surprises de la saison. Ah, c'est-à-dire quoi c'est-à-dire tu les vois faire un petit parcours en Ligue des Champions, pourquoi pas? Les 2 dernières saisons, ils sont finalistes et quarts de finalistes, mais ce que je vois, c'est qu'il y a un collectif. Niko Kovac,
qui a été très critiqué pendant longtemps, etc., en se basant évidemment sur une forte défense. On sait qu'il est très méticuleux, qu'il travaille beaucoup, et les joueurs sont en train de répondre présent, et puis on a un Guirassy, même s'il n'a pas marqué ce soir, qui est quand même une assurance but assez impressionnante. Il y a Adeyemi. Pour le moment, il joue avec 3 attaquants. Il a une perte de qualité technique, parce que Julian Brandt est plutôt sur le banc. Et Adeyemi est revenu à un niveau qui est très appréciable, moi qui l'ai beaucoup critiqué, parce que ceux qui courent le 100 mètres en 10 secondes, ça me fatigue au bout d'un moment. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le collectif, comment ça évolue. Il y a des joueurs, Zule avait quasiment disparu, il est revenu, il fait des matchs corrects. Schlotterbeck revient de blessure, etc. C'est pour ça qu'il était sur le banc ce soir. Il y a beaucoup de choses qui sont très impressionnantes. Si tu veux, le milieu de terrain, on ne sait pas si ça évolue en 3-4-3, en 3-5-2. En tout cas, c'est polyvalent. Et moi, ça me plaît ce que je vois en ce moment. Et là où on critiquait beaucoup le Borussia Dortmund, notamment sur son mental et les joueurs, peut-être qu'on a trouvé quelque chose. En tout cas, je ne m'emballe pas, mais j'ai bien envie de croire à ce Borussia-là. On parle de Leverkusen dans quelques instants, mais d'abord Naples qui a battu le Sporting dans un match finalement assez à suspense, parce que le Sporting est revenu, Naples a gagné sur la fin. Daniel, est-ce que c'est mérité ? Oui, c'est mérité. Naples, on va dire les jours d'avant, était largement favori. Après, c'était un match plus intense où on a vu un peu le fait que Naples manque de qualité. Il a fait un gros match de Bruyne, qu'il a passé une semaine assez difficile parce que il a été, vous rappelez les matchs avec City, après les cartons rouges de Di Lorenzo, Conte l'a sorti, il a ressorti un championnat contre Milan pour un choix technique. Donc c'était une décision sur De Bruyne, sur sa performance et tout. Et De Bruyne, il a mal regardé, on a parlé beaucoup de ça dans les journaux, on a même posé les questions à Conte, qu'il a dit peut-être il ne me connaît pas assez, avec moi ça passe une fois, ça passe pas 2 fois, voilà, il va falloir changer. Et là, De Bruyne, il a répondu sur le terrain, il a fait un énorme match, les premiers buts de Højlund, c'est complètement De Bruyne qui part avec la balle au pied, il saute 3 adversaires au milieu de terrain. Et après, il a aussi le deuxième, c'est un très très beau centre de De Bruyne. Et après, il a été sorti à 10 minutes de la fin, une fois que Naples gagnait 2-1, pour mettre Gilmour, donc passer dans un état un peu plus défensif avec les ballons et tout. Et donc, il a pas été mécontent. Mais bon, c'est un Naples qui manque un peu de qualité et qu'il joue mieux en transition, c'est-à-dire en contre. Il a laissé le ballon à Sporting, qu'à la limite, il avait plus de qualité sur les flancs, plus de qualité technique. Et après, dans le deuxième temps, ils ont mis Noah Lang, David Neres, ils ont essayé un peu de monter les niveaux techniques, mais c'est une équipe qui a un peu du mal à imposer son propre jeu parce que c'est une équipe surtout physique qui s'impose avec la force, un peu, on va dire un peu la force brute, des fois des McTominay, des Anguissa aussi, c'est un joueur dominant physiquement. Et De Bruyne aussi, il est un peu perdu là-dedans parce que quand il fait beaucoup de passes courtes, sur les jeux courts, il trouve personne avec qui parler de foot comme il parle lui. Et par contre, sur les buts, sur les premiers buts, il arrivait à jouer la balle avec Anguissa et ça fait toute la différence du monde. Après, c'est à souligner aussi les grands matchs de Højlund, qu'il a mis 2 buts très importants. Les deuxièmes, c'est vraiment des vrais numéro 9. On va dire, parce qu'il va vraiment chercher la balle, le centre dans les mains du gardien. Et c'est vraiment un beau but. Donc, je dis, oui, c'est une belle victoire. Après, Conte, il a dit, Sporting, c'est une grosse équipe. Nous, en gros, il a un peu vendu comme si c'était un miracle, ou presque, ou une grosse victoire. Moi, je pense que le Naples devait gagner, surtout qu'il avait perdu contre Milan en championnat. Et que je pense qu'il a eu un peu trop de mal. Et je pense que, voilà, on montre un peu la fatigue des Naples en ces moments. Et voilà, après, personne lui a répondu quand il a dit que c'était bien, c'était une très belle victoire et tout. Mais moi, quelques questions sur pourquoi Naples a si du mal à marquer des buts cette année. Parce que là aussi, il y a eu 2 buts assez incroyables quand même. C'est De Bruyne qui les a inventés un peu. Moi, j'hallucine de voir Naples qui en fait se repose aujourd'hui sur des joueurs d'Europe du Nord. En fait. C'était une équipe toujours latine, un peu de tradition latine, Naples. Oui, des Argentins, des Uruguayens. Et là, tu as De Bruyne, Højlund, je sais pas moi, le meilleur buteur, Lobotka, McTominay, Noah Lang. Lang. Le meilleur buteur de l'histoire de Naples, ça reste quand même un Belge, Dries Mertens.
Pas faux. Pas faux. Mais Mertens, il est devenu napolitain. Il vit à Naples. Il est complètement fou de la ville. Donc, c'est un peu. Je ne vois pas De Bruyne se déplacer à Naples après, déménager à Naples. Arsenal, pendant ce temps-là, alors, Arsenal et Newcastle, j'ai l'impression qu'ils ont eu des matchs tranquilles. 2-0 contre Olympiakos et 4-0 pour Newcastle à la Saint-Gilloise. Ça a été un peu la balade pour les deux, non, Julien? Plus pour Newcastle, ouais. Plus pour Newcastle parce qu'il y a eu une grosse occasion pour Olympiakos à 1-0, un super arrêt de Raya sur une frappe une volée de Podence. Et quelques moments un tout petit peu tendus pour Arsenal, mais ils ont eu tellement d'occasions, ils auraient facilement pu gagner 4-1 ou 5-1. On a vu un très très bon Martin Odegaard qui revenait de sa blessure à l'épaule qui lui a un peu pourri le début de saison. Il était déjà très bon dans les matchs amicaux de pré-saison et là il revient, il a été vraiment excellent ce soir. Beaucoup de rotation chez Mikel Arteta et Saka n'était pas titulaire, Eze non plus par exemple, Calafiori non plus, Timber non plus. Donc il avait fait pas mal tourner et ça a très bien fonctionné. Rice non plus et c'est encore une belle victoire sans encaisser de but. Ça fait que 2 buts encaissés. Il y a un truc, je ne sais pas si on aura le temps d'aborder ça ce soir, mais est-ce que Julien, par exemple, toi, tu constates que depuis la nouvelle formule de la Ligue des Champions, il y a plus de turnover dans les premiers matchs que ce qu'il pouvait y avoir dans la phase de poule à 4? Tout à fait. Absolument. Le maître mot du foot moderne, la rotation. Voilà, parce que tu peux te permettre de rater là. Tu vois, il y a moins de conséquences, quoi. Bon, c'est ça. C'est pour ça que parfois on a même du mal à comprendre le vrai niveau des équipes. Tu sais pas bien ce que valent les équipes, est-ce que ça tourne trop et après tu te donnes rendez-vous au mois de février, au mois de mars pour voir vraiment. J'ai l'impression que tu parles de la NBA là. Mais c'est un peu ça ressemble, non? Ça fait combien de temps qu'on en parle? La fameuse NBAisation du football. Bah oui, c'est ça. Saison régulière. Là, on est en pleine saison régulière. Voilà. Bon, et Newcastle, tranquille en revanche. Ouais, tranquille, mais alors je pense Saint-Gilloise, ils étaient plutôt en forme d'aller à l'extérieur comme ça, mais en fait quand tu marques tôt comme ils l'ont fait, avec un autre but de Voltemade qui est très opportuniste d'ailleurs sur la frappe de Tonali, après ça déroule, après une fois que tu leur as pas laissé le temps de se mettre dans le match et de prendre confiance, il n'y avait plus qu'une seule équipe, il y avait quand même une classe d'écart entre les deux pénaltys pour Gordon, un but de Barnes à la fin. Pour une équipe qui galère un peu en Première Ligue, c'est une victoire qui va leur faire beaucoup de bien avant justement le retour de la Première Ligue et la trêve internationale. Qu'est-ce que tu veux nous dire de Leverkusen PSV, Polo? C'est compliqué pour Leverkusen post-Xabi Alonso, évidemment. On s'y attendait. Rappelons qu'il y a quand même eu déjà un entraîneur qui est parti, Ten Hag. Kasper Hjulmand est arrivé. Depuis qu'il est arrivé, le club est invaincu. 2 victoires, 3 nuls, toutes compétitions confondues. Mais ce soir, il y a beaucoup d'absents. Et surtout, moi, il y a 2 choses qui me perturbent, c'est que il y a que des jeunes. Devant, ce soir, c'est Kofan, Poku et Tillman, 23 ans, 21 ans et 19 ans. On voit qu'ils n'ont pas le temps de travailler ensemble. D'ailleurs, Kasper Hjulmand se plaint dit qu'est-ce que vous travaillez à l'entraînement? Il dit mais on n'a pas d'entraînement, on fait que de la récupération et puis après on fait jouer les matchs, c'est que de ça. Donc c'est un peu compliqué ce soir parce que Patrick Schick est blessé, parce que tu es là. Et puis moi, ce qui m'embête évidemment quand je vois cette équipe de Leverkusen qui est très loin des 2 dernières saisons, c'est la baisse drastique de la qualité technique de cet effectif. Et ça, c'est un petit peu dommage, que c'était un peu la marque de fabrique de Leverkusen. Et Copenhague plus PSV Eindhoven 2 points, c'est quand même pas terrible quand tu vois le calendrier de Leverkusen. Mais ils ont à la 5e minute, ils ont une chance folle parce que la VAR refuse un but dans mon monde, il y a but de Perisic, mais dans le monde moderne, il n'y est pas. Et ils se font offrir un but extraordinaire à la 65e minute. À la 65e minute, parce qu'il y a une erreur défensive catastrophique d'Eindhoven et Kofan ouvre le pied et ça fait 1-0. Tu te dis c'est bon, ça va être un 3 points pris comme ça et puis voilà. Malheureusement, ils n'arrivent pas défensivement. Il y a trop de chantiers et je me demande si on va pas avoir une très très mauvaise surprise pour Leverkusen en Ligue des Champions cette année. C'est-à-dire que le risque qu'ils soient pas dans le top 24 me semble très très présent. Et puis on finit avec la Juve qui a fait 2-2 à Villarreal. Daniele, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est un autre match fou. Tout dehors, il avait pas Bremer et Kefren Thuram aussi, qui les garde pour le match contre Milan de ce week-end. Et on n'a pas compris ses choix. Il a mis Koop Meiners derrière Jonathan David avec Yildiz, un rôle qu'il avait déjà fait l'année dernière très mal. Et après, deuxième mi-temps, il rentre contre Sessao, change les matchs, 2 buts en 10 minutes. Et après, par contre, après être 2-1,
ils se sont rebaissés et ils ont fait sortir Villarreal, qui est une équipe très physique, et qu'ils ont pris un but sur corner de Veiga, qui c'est un ex-joueur de la Juventus, même si juste pour quelques mois l'année dernière. Donc voilà, Juventus sans identité, on va dire, pour le moment.